Bah, ici c'est un centre aéro-récréatif. Ouais. Dans le fond c'est une première parce que ça n'existe pas nulle part des centres comme ici. Ah non? Puis non, il n'y en a pas, tout existe séparément. On a déjà un aérodrome, on a déjà un camping, on a déjà des différents types d'installations, tout séparé, mais tout regroupé. C'est comme un peu le premier centre commercial. Okay. Il y avait le vendeur de vis, le vendeur d'outils, mais tout ensemble, ça change la dynamique. Et nous, c'est un peu ça l'idée. Donc dans le fond, on a la piste ici, c'est une piste en herbe. Là, on est sur la première phase. Si vous voulez, on peut aller la voir. Tout est beau, Michel. Attention. Si on regarde la piste en herbe, donc là on est dans la première phase. Ça veut dire qu'on a 1500 pieds de piste qui part des cônes blancs là-bas, jusqu'au cône blanc ici. Puis nous on va prolonger la piste jusqu'à la forêt au bout. Actuellement on est capable d'accueillir tous les appareils qui sont ultra légers. Puis nous on est spécialisé dans les avions ultra légers, un peu comme celui qui est sur la photo ici. Je pourrais vous le montrer dans les hangars. Mais les visiteurs, ils peuvent venir avec n'importe quel appareil. Ils peuvent venir par la route, ils peuvent venir par les airs. Donc c'est un petit peu le but, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, puis que les gens puissent profiter de la place. Ben, on peut voler 6 à 7 heures de vol. Ah oui, tant que donc ça. là, avec ma machine, je peux partir, aller à Québec, revenir, puis pas avoir besoin de faire le plein. Ah, mon doux encore, hein? Ouais. Il y a pas si longtemps, on est parti à l'aéroport de Sherbrooke. On avait un festival aérien. Donc on est parti à 2 machines. On a fait des vols sur place, puis on est revenu, puis on n'avait pas ravitaillé. Là. On avait en masse de carburant. 6 à 7 heures, c'est bon. Ça dépend de chaque machine, ça dépend de la puissance qu'on va utiliser. On consomme à peu près 12 litres par heure. Donc c'est moins qu'un pick-up. OK. Puis il faut s'entendre que les gens, ils se fient bien à la météo. C'est pas comme des vols commerciaux qui partent, mettons, qui mouillent, ils partent quand même. Ben là, c'est par beau temps, qu'on a des vents pas trop forts. Puis encore une fois, ben là, on a différentes ressources, comme on reprend le téléphone, je veux vérifier ma météo, je vais voir le radar, on peut regarder les nuages, tout ce qui se passe. Donc actuellement, on voit que c'est vraiment c'est libre, il n'y a pas grand chose, le ciel est dégagé. Bon. Donc on prépare nos vols en fonction de ça, puis on peut les suivre au fur et à mesure de notre vol, en direct. Est-ce que les personnes doivent annoncer d'avance? Une journée d'avance ou comment? Mettons, il part de Sherbrooke, whatever, là. Il dit... non, c'est libre. Le ciel est un espace qui est libre, sauf dans des zones contrôlées comme Montréal, par exemple, ou une base militaire, ou un pénitencier, des choses comme ça, où là, il y a des interdictions ou des restrictions. Mais admettons, je veux partir, mais on sort la machine du hangar, on part, et puis on va là où vous voulez, en fait.
OK. On n'a pas vraiment de limitation. C'est comme prendre sa moto. Ah, C'est une moto volante. En fait, le complexe aéro-récréatif, ça faisait un peu plus de 15 ans que j'avais l'idée. Okay. C'est juste que c'est une structure qui est compliquée à mettre en place. On a vu que c'est pas simple à vulgariser puis à faire comprendre ce que c'est. Et donc il y a des défis. Donc ça a mis du temps à préparer puis à avoir tous les éléments qui étaient prêts pour le développer. Puis ça vient comme un bloc. C'est sûr qu'on y va par section, on fait une étape après l'autre. Il faut faire les choses correctement. Mais il n'y a pas nécessairement quelque chose qui vient avant ou après. C'est un ensemble, c'est un tout. OK, vous avez parti tout en même temps. On a parti tout. Okay, et après, c'est sûr qu'on fait une étape après l'autre, mais c'est un ensemble. Ah, OK. Moi, je pensais que c'était arrêté l'aérodrome, puis après ça, tu sais, vu que ça va marcher, que vous aviez parti... Non, l'idée, c'était vraiment une idée d'un centre. Et puis, on établit, on développe un centre. Alors, c'est sûr qu'on y va par étapes. On fait un pas après l'autre. Ah, on ne peut pas tout faire en même temps, mais c'est un lot. Là. Ah, c'est le fun. J'avais une question, puis là, je l'ai oublié. Ah, ben. Ça va revenir. Pas de problème. On va couper, c'est pas bien grave. C'est le fun. Bon. La lumière. Ça prend-tu un permis, un dézonage ou quelque chose de spécial? Ça prend-tu le permis du gouvernement? Pour piloter ou pour s'installer? Pour avoir un aérodrome. Okay. Au Canada, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aviation, c'est un moyen de transport qui unit le pays au complet. Okay. Donc c'est quelque chose qui est d'intérêt national et qui est donc géré par le gouvernement fédéral. Okay. On comprend que ce n'est pas une municipalité qui peut comprendre l'intérêt du pays. Donc c'est normal que ce soit une entité globale. Donc le fédéral, ce qu'il a décidé, c'est que à partir du moment où on veut établir un aérodrome, on fait une consultation publique pour regarder comment le faire en respectant le plus possible son entourage. Okay. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Ça veut dire que quand c'est l'aviation, c'est considéré comme quelque chose qui est d'intérêt national parce que ça unit le pays. Ça passe donc c'est uniquement le fédéral qui gère et donc les autres instances ne peuvent pas le contrôler parce qu'ils n'ont pas la vision globale. Donc c'est ça l'idée un peu des lois. Ça va bien de l'allure. Ah, c'est le fun. Puis grosso modo, vous avez... parce que vous, c'est plus les vols qui partent d'ici, c'est pas la grosse clientèle, c'est pas
c'est-tu des gens qui viennent de l'extérieur ou c'est les vols qui partent d'ici et qui reviennent? Ben, nous, ici, on est spécialisé dans l'aviation de loisirs. Okay. Donc, dans le fond, c'est la première porte d'entrée pour l'aviation. Quand on veut découvrir le monde de l'aviation, on ne peut pas aller essayer de piloter un 747. Ça ne marche pas dans cet ordre-là. Donc, nous, c'est l'aviation qui est la plus accessible. Donc, quelqu'un, peu importe d'où il vient, peut venir ici puis faire un vol découverte. Et ça, dans le fond, c'est la première étape d'une formation de pilotage. Suite à ça, s'il veut continuer, ben, on a les autres étapes. On est reconnu par Transport Canada, on est une école qui est homologuée pour donner le permis de pilote. Donc quelqu'un qui aimerait ça, mais peut poursuivre sa formation chez nous. Ah. Puis ça prend combien d'heures, ça, pour apprendre, mettons, je sais pas, moi, apprendre à piloter un ultra léger? Ben, ça dépend vraiment de chaque personne. Ouais, mais en moyenne, on considère qu'une personne va prendre à peu près 20 heures de vol pour arriver à piloter la machine. OK. Donc c'est une machine qui est très facile, c'est plus facile qu'une auto parce que c'est très intuitif. On contrôle, sur une machine comme celle-ci, celle qu'on a, on contrôle notre aile avec la barre. Donc si on veut monter, on pousse, on veut descendre, on tire, on veut aller à droite, on veut aller à gauche. Donc c'est intuitif. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc souvent, même au bout de quelques minutes, les gens ils arrivent à piloter. Ah ouais. Le seul défi, c'est de faire les bons dosages pour l'atterrissage et c'est ce qu'on va pratiquer pendant beaucoup d'heures. Ouais, c'est notre approche, être aligné et puis faire l'atterrissage. Okay. Mais le pilotage est très très simple. D'ailleurs, on peut être pilote dès 16 ans, donc on peut être pilote avant de pouvoir conduire une auto. Ah ben c'est pas pire. C'est le fun. Mais m'avez-tu dit, depuis quelle année vous avez dit que ça a commencé? On a acheté en 2016. 2016. Pendant une année, on a eu des procédures, donc on était en attente. Puis on a débuté à partir de 2017 avec notre festival d'inauguration qui était le 30 septembre 2017. Donc ça, c'était l'ouverture. OK. Alors, vous pouvez répondre dessus. C'est correct, je l'ai mis en pause. Ben, c'est super le fun, hein? On a appris beaucoup. As-tu des questions, Michel? Non, t'es bouche bée, hein? Moi, tout. Je m'attendais pas à avoir tant d'informations. C'est super le fun. J'imagine que s'ils vendent trop, ben vous allez dire, ben non. C'est exactement comme aujourd'hui, on a fait des vols en matinée. Là, en milieu de journée, si on regarde le ciel, on voit que c'est un ciel avec des cumulus. Donc ça, c'est dans le fond des bulles d'air chaude qui vont se dégager du sol, qui vont monter. Et à une certaine altitude, ça condense. Et c'est pour ça que le nuage, il est par endroits. Ah. Mais nous, si on rentre dans cet air-là, puis qu'on rentre dans un côté de la bulle, mais on va avoir une turbulence. Ah. Quand quelqu'un vient faire un vol découverte, on ne veut pas l'amener le brasser, qu'il redescende tout vert. C'est pas ça l'idée. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il ait une belle expérience. Donc, on va choisir les meilleures plages de vol, puis on va proposer les meilleures plages de vol. C'est un peu ça l'idée, là. C'est sûr que vous êtes un peu à merci de Mère Nature. Ouais. Ça, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'avec le vol, c'est pas juste l'expérience de monter dans une machine, c'est aussi de comprendre notre environnement, comprendre ce qu'il y a autour. Comme quand on est en l'air, je vais regarder les champs, puis là, je vais voir les courants d'air se déplacer, puis bouger les cultures. Donc, je suis capable de savoir les directions du vent. Est-ce que j'ai une thermique, donc une masse qui se déplace, l'autre, dans quel sens elle est. On est capable de voir les changements avec le Saint-Laurent. On va voir des masses de nuages qui vont se dégager parce qu'il y a des changements de pression. Okay. L'air, c'est un fluide, c'est comme une rivière. Puis quand on le regarde, on peut s'imaginer, comme si c'était une rivière, qu'est-ce que les mouvements d'air font. Et on est capable d'imaginer tout ça, puis de l'expliquer aux gens qui sont avec nous, ceux qui ont l'intérêt. Parce que les gens, ils viennent pour plusieurs raisons. Des fois, il y en a, c'est pour le paysage, d'autres pour le pilotage. Donc on s'adapte toujours à chaque personne, suivant son intérêt. OK. Là, moi, je regarde ça, puis c'est sûr que ça a l'apparence un peu d'un deltaplane un peu. Oui. Est-ce que ça peut voler sans... si le moteur... Puis, si le moteur s'éteint, ça peut-tu voler pareil? Ben, déjà, le moteur, il ne s'arrête pas comme ça, c'est quand même bien sécurisé, puis il y a beaucoup de choses qu'on vérifie. Mais admettons qu'on couperait le moteur, mais ça continue à planer. Ah, c'est ça. Ça a une finesse de 8.8 pour cette machine. Ça veut dire que si je suis à 1000 pieds d'altitude, je peux faire 8800 pieds de distance en vol plané. J'ai besoin de 300 pieds pour me poser. Donc, admettons qu'il y aurait une urgence. On peut atterrir à peu près n'importe où, donc c'est une machine qui est très sécuritaire.
vitesse qui va être affichée ici, Ok. l'altitude. Et ici, on a les différentes températures et pressions du moteur. Donc on peut vérifier notre RPM, la température d'huile, la pression d'huile, la température d'huile, puis nos têtes de cylindre, c'est quoi la température qu'elles ont de chaque côté. Et ça nous permet de vérifier que tout est dans le vert, qu'on est tout dans les normes. Donc on va avoir ces indications pendant le vol. On va regarder le moteur, puis on a toutes les composantes importantes qui sont doublées. Par exemple, sur un cylindre, on va avoir 2 bougies. Donc j'ai 4 cylindres, au total j'ai 8 bougies qui sont sur 2 systèmes d'allumage séparés que je vais contrôler à l'avant. Donc mes 2 systèmes ils fonctionnent en même temps. Si j'en ai un qui tombe en panne, le deuxième continue à fonctionner. Après j'ai 2 carburateurs et puis la sécurité est tout le temps doublée. Par exemple, même si on regarde ce ressort, on voit qu'il y a un anneau de métal qui le retient. Donc s'il y a un bris, mais il y a une deuxième sécurité. Sur la plupart des pièces critiques, on retrouve cette double sécurité. Puis avant chaque vol, on va faire notre inspection, donc on va vérifier toutes les composantes une à une. On va vérifier pendant nos entretiens aussi. On a différentes choses ici, par exemple. Ça, c'est notre filtre à huile. Donc, toutes les 50 heures, on change l'huile. On vient ouvrir le filtre pour regarder les dépôts de métal qu'on va avoir dedans. S'il y a un dépôt qui est anormal, on sait qu'il y a un problème à l'intérieur du moteur. Donc, on est capable de faire l'entretien avant qu'il y ait un problème qui arrive. Ici, j'ai un aimant qui va me donner, qui va récupérer le métal à l'intérieur du moteur. Là aussi, je peux voir est-ce que j'ai un dépôt de métal qui est anormal. S'il y a un dépôt anormal, ça veut dire que j'ai une usure anormale, puis je peux venir rectifier le problème avant qu'on ait une panne qui se produise. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on vérifie en continu, puis qui fait que la machine est très sécuritaire. Okay. Autrement, on va prendre encore des notes. Peux-tu nous expliquer c'est quoi? C'est une salle de réception? Ici, c'est une salle de réception. Donc avant, les plantations Fernet faisaient tout ce qui était cabane à sucre, ils organisaient des mariages, ils faisaient plein d'événements, plein d'activités commerciales dans le fond. Puis nous, on a continué ce qu'ils faisaient déjà. Alors si on regarde, on a une section avec le bar, on a la section avec la scène, on peut recevoir des artistes, on peut faire des conférences, on a beaucoup de mariages. Mais ça peut être vraiment varié, les activités qu'on fait ici. On a les soupers de Noël, on a toutes sortes d'activités. C'est beau. Donc, en plus, on a un système de son qui est prévu pour recevoir des groupes. Donc on a les consoles qui sont intégrées, puis c'est réparti sur toute la pièce. Donc ça permet d'avoir un son qui est de bonne qualité. On n'a pas besoin de le mettre fort parce que c'est vraiment englobé, donc on met juste le volume qu'on a besoin. Alors ça fait une belle qualité, puis un beau confort dans la pièce. C'est magnifique avec ces petites lumières-là. Hein? Ah, c'est beau. Donc, on a des cuisines commerciales qui sont très grandes. Là, c'est la partie des salles de bain. On a la toilette des hommes, la toilette des femmes. Donc c'est vraiment pratique pour les gros groupes. Oh, attendez. Merci. Ici, Oh, tu veux les portes, toi? Ah, c'est effrayant. juste aller chercher la clé. Ah, ouais, puis moi, dans ça, les portes, toi.
Hey, c'est beau! Avec les chandeliers, là, c'est quelque chose. Puis à chaque mariage, je vous montrerai les photos, là, mais c'est quelque chose. Wow! Donc si on regarde, si on a un mariage, on fait la cérémonie de mariage ici. Après, on peut faire le cocktail en bas, sur les 3 niveaux. Si c'est pour un événement corporatif, souvent on va avoir des kiosques qui vont être là, les gens ils peuvent présenter leurs produits. Ça peut être pour plein d'utilités. En fait. C'est vraiment cool. Ouais, on a découvert des affaires, Michel. Ici c'est notre espace cocktail. Donc, dans le cas d'un mariage, la cérémonie est finie, les gens ils peuvent prendre des cocktails, c'est sur 3 niveaux. Wow! Ah oui, c'est là qu'on était tantôt. Ouais. On a d'autres projets qui s'en viennent. Ouais, d'autres projets, C'est notre hangar 3 qui s'appelle. OK. Et puis l'idée c'est assez simple, c'est d'avoir son aéronef sur place. Donc les gens ils peuvent s'acheter un terrain et bâtir un bâtiment comme celui-ci qui permet d'avoir son aéronef sur place puis d'avoir un espace vie qui est présent. Donc ça permet de pouvoir faire toutes les parties du vol. En fait, on peut faire son entretien mécanique, on peut rester sur place, se reposer, on peut tout ce qui est lié à l'aéronautique, dans le fond, on a un lieu qui est fait pour ça. OK, c'est loué ça d'abord. C'est acheté. C'est des particuliers qui achètent des terrains, puis on bâtit ce genre d'hangar-là. OK, ça va-tu être standard? Ou... Non, c'est tout du sur-mesure. Donc la personne arrive, on regarde c'est quoi son aéronef, qu'est-ce que la personne veut faire, c'est quoi ses besoins. Puis avec ça, on va travailler avec l'architecte. Puis ensuite, une fois qu'on a un plan d'architecte, on va voir avec les ingénieurs puis les entrepreneurs pour développer le projet. Et on arrive à des constructions comme celle-ci. L'électricité, elle vient par où? La ligne électrique va passer sur le côté ici. On voit les piquets qui sont là-bas. Ah, OK. Elle arrive sur le bord à cet arbre-là, puis ça passe en souterrain. Ah, OK. Ah oui, le chemin n'est pas bien loin de suite, là. Ouais, le chemin, il est au croisement. Ah, OK. On est à 1 km de la rue. Puis les autres qui vont se... Là, on en a 2 ici. On en a un autre à côté. On en a derrière. On voit d'autres sections derrière. On en a encore après. OK. Et les avions, dans le fond, ils peuvent partir sur la partie dans laquelle on a roulé tantôt, qui est le taxiway Bravo, puis suivre le chemin là, et aller dans les autres sections. Et encore une fois, on a gardé ce côté villégiature, donc on a beaucoup de verdure, on est en forêt, c'est agréable. On est vraiment dans un contexte de villégiature.